Je suis rentré à la maison plus tôt pour surprendre ma femme pour notre anniversaire, mais ce que j'ai entendu venant de notre chambre à l'étage a changé ma vie à jamais. Des cris. Des rires. Le bruit d'un lit qui grince. J'ai sorti mon téléphone et commencé à filmer. J'ai attrapé la première chose que j'ai vue pour me donner du courage. J'ai défoncé la porte sans me soucier du bruit. Le regard sur son visage quand elle m'a vu là, debout. Je ne l'oublierai jamais. La porte s'est ouverte avec une telle violence que la poignée a percé un trou dans le mur en plâtre. À cet instant figé, avec des éclats de bois flottant dans l'air, 3 vies ont basculé à jamais. Je me tenais sur le seuil de ma propre chambre, un étranger dans ma propre maison, regardant ma femme depuis 12 ans se tordre sous mon ami, dans notre lit conjugal. Sur les draps que ma mère nous avait offerts pour notre mariage. Sur le matelas pour lequel on avait économisé pendant des mois. Nathan. Cria Alina, les yeux écarquillés de terreur. Ryan recula, tombant nu du lit, le visage vidé de toute couleur. Mec, attends. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon regard suffisait à les réduire au silence. Je m'appelle Nathan Ellis. Il y a encore 6 mois, j'étais un architecte-ingénieur à succès, avec une boîte de conseil en pleine croissance, une belle maison moderniste dans un quartier arboré, et, du moins je le croyais, un mariage heureux. J'ai rencontré Alina pendant ma dernière année de master. Une femme remarquable, avec des yeux intelligents et un sourire si chaleureux qu'il faisait sourire tout le monde autour d'elle. Elle travaillait dans le marketing d'entreprise et montait vite les échelons, grâce à son charisme et son esprit vif. Notre relation semblait tout droit sortie d'une comédie romantique, des rencontres dans des cafés, de longues promenades dans le parc, des discussions passionnées sur tout, de la politique aux recettes de pâtes. Quand je lui ai demandé de m'épouser après 18 mois ensemble, elle a pleuré en disant que c'était le plus beau jour de sa vie. Notre mariage était intime mais élégant, exactement comme Alina le voulait. Nous avons passé notre lune de miel en Grèce, à faire l'amour sur des balcons avec vue sur la Méditerranée, à planifier notre avenir entre 2 bouteilles de vin. La première décennie était vraiment belle. On a construit nos carrières, voyagé, rénové la maison de nos rêves. On avait décidé de repousser l'idée d'avoir des enfants pour se concentrer sur nos objectifs professionnels, en promettant d'en reparler à 35 ans. On avait nos disputes comme tous les couples, mais on trouvait toujours une solution avec du dialogue, des compromis, et souvent des réconciliations passionnées au lit. Ryan est entré dans nos vies 8 ans après le mariage. Il avait rejoint la société de marketing d'Alina et était vite devenu son collègue préféré. Un extraverti charismatique, avec les cheveux en bataille juste ce qu'il faut et des vêtements de marque, il avait cette assurance qui frôle parfois l'arrogance. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié, mais j'ai fait des efforts pour Alina. Ryan est brillante, soupirait-elle après le boulot. Tu aurais dû le voir lors de la présentation pour Westfield aujourd'hui. Je souriais et hochais la tête, content de voir que ma femme avait trouvé quelqu'un qui la stimulait intellectuellement. Quand Ryan et sa femme, Jessica, ont commencé à venir à nos dîners, j'ai fait en sorte d'être un bon hôte. Je préparais les cocktails comme ils les aimaient, je grillais la viande à la perfection, et je participais volontiers au débat sur l'architecture et le design. Jessica était discrète mais gentille. Elle regardait toujours Ryan avec des yeux pleins d'amour, pendant qu'il dominait les conversations. Je me souviens m'être dit qu'ils avaient l'air assez heureux. La première fois que Ryan a enlacé Alina un peu trop longtemps pour dire au revoir, j'ai laissé passer. Quand il a commencé à lui envoyer des messages à des heures bizarres pour des urgences professionnelles, je l'ai cru. Quand il s'est mis à apparaître, par hasard, dans nos restaurants préférés, j'ai accepté l'explication. Je faisais entièrement confiance à ma femme. C'était ma première erreur. Les changements ont été subtils au début. Presque imperceptibles. Alina a commencé à faire des heures sup plus souvent, toujours avec des excuses différentes, des délais serrés, des urgences clients. Je l'appelais pour lui proposer de lui apporter à manger au bureau. Ce n'est pas la peine, Nathan, elle répondait d'un ton agacé. Je suis noyé dans cette campagne. Je vais manger quelque chose avec l'équipe. L'équipe. Toujours l'équipe. Mais d'une façon ou d'une autre, quand elle parlait du boulot, Ryan faisait toujours partie des histoires. Son téléphone était devenu une extension de sa main et une forteresse. Elle avait changé le mot de passe, tournait l'écran loin de moi quand elle écrivait, et prenait ses appels dans une autre pièce. Si je rentrais dans la pièce en plein appel, le sujet changeait soudainement pour quelque chose de plus générique. C'est juste pour te laisser un peu de tranquillité, elle m'avait dit quand je lui ai demandé.
Tu te plains toujours que mes appels interrompent ta lecture. Je ne m'étais jamais plaint de ça. La distance physique a grandi en même temps que l'émotionnel. Notre intimité, autrefois intense, est devenue rare, mécanique, presque clinique, tous les quelques semaines. Elle évitait mes baisers, se raidissait à mon contact. La femme qui, autrefois, me tirait dans des placards pendant les fêtes prétextait maintenant des maux de tête constants et une fatigue permanente. Puis est venue la phase fitness. Alina avait toujours été naturellement mince, sans grand intérêt pour le sport. Mais soudain, à 34 ans, elle s'est découvert une passion brûlante pour les séances de sport, nocturnes. La salle de sport est plus vide le soir, disait-elle en préparant son sac à 8 heures du soir. Ça m'aide à décompresser et à mieux dormir. Elle rentrait presque 3 heures plus tard, déjà douchée là-bas, sentant un savon étrange, évitant mon regard. Les voyages d'affaires ont commencé à se multiplier. Conférences marketing, réunions avec des clients, séminaires de cohésion d'équipe toujours organisés à la dernière minute, toujours essentiels, toujours avec des explications vagues et des réservations impossibles à vérifier. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Des lingeries neuves dans son tiroir que je ne l'avais jamais vu porter. Un nouveau parfum qu'elle n'appliquait qu'avant de partir au travail. Des tickets de caisse de restaurant où je n'avais jamais mis les pieds, les jours où nous étions séparés. Mais le signe le plus douloureux, c'était la manière dont elle me traitait. Alina est devenue excessivement affectueuse, presque théâtrale, elle me ramenait mes desserts préférés, suggérait des films qu'elle savait que je voulais voir, engageait des conversations sur ma journée avec un intérêt qui sonnait faux. C'était comme regarder une actrice jouer le rôle d'une épouse aimante disant exactement les bonnes répliques, mais sans aucune sincérité derrière ses gestes. Un vendredi soir, après qu'elle m'eut dit qu'elle allait travailler tard, je suis passé en voiture devant son bureau en rentrant d'un rendez-vous client. Tout l'étage était plongé dans le noir. Je suis resté dans la voiture pendant 1 heure, l'estomac noué, avant de rentrer chez moi, en silence. Quand elle est arrivée à 23 heures, haletante, avec une histoire d'urgence client, j'ai souri et hoché la tête, sans rien dire de ce que j'avais vu. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à mes côtés, j'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur. Celui-là, il s'effritait depuis des mois. C'était autre chose. C'était ma foi. La foi en tout ce que je pensais savoir sur ma vie, mon mariage, et sur la femme autour de laquelle j'avais construit mon monde. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, j'ai pris une décision. Si Alina voulait détruire notre mariage, c'était son choix. Mais je n'allais pas la laisser me détruire avec. Le lendemain matin, je suis devenu quelqu'un d'autre. À l'extérieur, le même mari aimant, peut-être un peu distrait. À l'intérieur, quelqu'un de froid et calculateur, comme je ne l'avais jamais été. Je n'ai pas confronté Alina. Je ne lui ai pas demandé d'explication. À la place, j'ai commencé à rassembler des preuves avec une précision méthodique. D'abord, j'ai cloné son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. Cela a pris moins de 5 minutes avec un logiciel acheté en ligne. Chaque message, appel et photo étaient désormais synchronisés directement sur mon ordinateur portable. J'ai installé un traceur GPS dans sa voiture, déguisé en chargeur de téléphone. J'ai placé des caméras dans la maison, petites, presque invisibles, cachées dans des détecteurs de fumée, des cadres photos et des bouches d'aération. J'ai engagé un détective privé pour suivre Ryan et documenter tous ses faits et gestes. Un argent très bien investi, comme j'allais bientôt le découvrir. Et plus important encore, j'ai contacté mon avocat, pas celui de la famille, qu'Alina connaissait, mais un requin que j'avais rencontré grâce à un partenaire d'affaires. Je lui ai expliqué mes soupçons et demandé conseil pour protéger mes biens. À la fin de la journée, nous avions déjà commencé le processus de transfert de tout ce qui avait de la valeur dans un fonds protégé. Pendant que je continuais à jouer le rôle du mari naïf, les preuves ont commencé à s'accumuler. Les messages entre eux me donnaient littéralement la nausée. « Ryan, tu me manques déjà. Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Alina, moi aussi. C'est de plus en plus dur de te quitter. Nathan ne se doute toujours de rien. Ryan, on va tenir cette mascarade encore longtemps. Je veux que tu sois à moi. Alina, juste après notre anniversaire. Je te le promets. » Les données du GPS montraient des arrêts fréquents dans un hôtel de longue durée de l'autre côté de la ville les soirs où elle prétendait être à la salle de sport. Les caméras ont capturé des appels avec Ryan pendant que j'étais absent. Des conversations intimes,
pleine de déclarations d'amour et de détails explicites sur leur rendez-vous. Mais la pire découverte est arrivée 3 semaines après le début de ma surveillance. Grâce à la caméra dans notre chambre, j'ai vu Alina au téléphone, riant. « Je sais, c'est pathétique, disait-elle à Ryan. Il croit vraiment que je prépare quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Mon Dieu, j'ai tellement hâte que tout ça se termine, qu'on arrête de se cacher. Oui, je regarde déjà des appartements à Denver. Non, il ne contestera pas si je demande le divorce juste après. Nathan me donne toujours tout ce que je veux. » Elle a ri de nouveau, un son que j'avais autrefois adoré, mais qui me transperçait désormais comme une lame. 12 ans gâchés avec le mauvais homme. Au moins maintenant, je répare ça, non? Toi seul me comprends vraiment, Ryan. Toi seul me vois pour ce que je suis. J'ai regardé cette vidéo 17 fois. Et à chaque visionnage, ma décision devenait plus limpide. Il prévoyait de me surprendre avec les papiers du divorce juste après notre anniversaire, après je ne sais quel plan Alina avait préparé. Il voulait tout me prendre et commencer une nouvelle vie ensemble à Denver, me laissant avec les ruines de notre mariage. Pas si je frappais le premier. J'ai continué à rassembler des preuves, tout en transférant silencieusement mes biens, en protégeant nos comptes bancaires et en documentant chaque détail de leur liaison. J'ai appris leurs habitudes, leurs lieux de rendez-vous, leurs plans. Je savais que l'épouse de Ryan commençait elle aussi à soupçonner quelque chose, même si elle semblait refuser d'affronter la vérité en face. La confirmation finale est arrivée lorsqu'ils sont allés ensemble dans une bijouterie, où Ryan a acheté un collier en diamant, un cadeau pour notre anniversaire. Plus tard, j'ai compris toute l'audace de ce geste. Et le mépris total de ceux qui allaient suivre. Ce soir-là, alors qu'Alina recherchait des appartements à Denver sur son ordinateur portable, assise à côté de moi sur le canapé, quelque chose s'est aligné en moi avec une clarté absolue. Je savais exactement ce que je devais faire. Notre 12e anniversaire tombait un vendredi d'octobre. 2 semaines avant, j'ai commencé à préparer le terrain pour mon plan. Henderson veut que j'aille à Chicago pour présenter le projet de la Franklin Tower, ai-je dit pendant le dîner. J'ai essayé d'y échapper, mais c'est trop important. Je vais devoir partir le matin de notre anniversaire. Elle a feint la déception, mais ses yeux ne suivaient pas le reste de son visage. Oh, Nathan, quel mauvais timing. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre? C'est mon projet. Je dois être là, ai-je répondu, en prenant sa main. Mais je te promets qu'on fêtera ça à mon retour dimanche. Le soulagement sur son visage était à peine dissimulé. Bien sûr, mon chéri. Le travail passe avant, parfois. Je comprends. Je n'en doute pas, ai-je pensé, en pressant doucement sa main. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai fait en sorte de paraître débordé par les préparatifs du voyage. J'ai réservé des billets, faciles à annuler, fait une valise, programmé un taxi pour l'aéroport. J'ai travaillé tard plusieurs soirs, disant à Alina que je finalisais ma présentation. En réalité, je préparais ma propre présentation, une qui aurait lieu dans notre chambre, pas dans une salle de conférence à Chicago. 3 jours avant l'anniversaire, j'ai installé des caméras supplémentaires dans la chambre, orientées précisément vers le lit. J'ai testé le matériel plusieurs fois, assurant une qualité d'image et de son parfaite. J'ai préparé un dispositif d'enregistrement secondaire, au cas où. J'ai relu tous les documents que mon avocat avait préparés, vérifiant que toutes les protections juridiques étaient en place. La veille, Alina était étrangement attentionnée, elle a cuisiné mon plat préféré, ouvert une bouteille de vin cher, et pour la première fois depuis des mois, elle a pris l'initiative de faire l'amour. J'ai joué mon rôle à la perfection, feignant d'ignorer qu'elle ne faisait que suivre un rituel avant mon départ. Puis, tandis qu'elle dormait, je suis resté éveillé, répétant mentalement chaque détail de ce qui allait suivre. Le matin de notre anniversaire, je l'ai embrassée à la porte, valise à la main. Je t'appelle en atterrissant, promis. Désolé pour aujourd'hui. Ne t'en fais pas, a-t-elle répondu, déjà le nez dans son téléphone. Bon voyage. J'ai pris le taxi, mais je ne suis pas allé à l'aéroport. Je suis allé à une agence de location de voitures, j'ai récupéré une berline discrète que j'avais réservée, et je me suis installé dans un café à quelques pâtés de maison de chez nous. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au système de sécurité de la maison, et j'ai attendu. Je n'ai pas attendu longtemps. 40 minutes après mon départ, Alina était au téléphone avec Ryan. Il vient de partir. Oui, tout le week-end. Non, il ne se doute de rien.
Pendant l'heure suivante, elle a transformé la maison, changé les draps, allumé des bougies, mis au frais la bouteille de champagne que j'avais achetée pour notre 5e anniversaire, conservée pour une occasion spéciale. Elle a pris une douche, mis du parfum, et enfilé une lingerie que je n'avais jamais vue. À midi, Ryan est arrivé avec des fleurs et le collier de diamants. Ils se sont embrassés avec passion dans l'entrée. « Joyeux anniversaire » a lancé Ryan en riant. Et ils ont éclaté de rire tous les deux, un rire cruel. « À un avenir enfin libre de lui » a dit Alina, levant son verre dans un toast qui m'a brûlé l'âme comme de l'acide. Ils ont bu notre champagne, mangé des plats de notre restaurant préféré, et parlé ouvertement de leur avenir. Ryan avait accepté un poste à Denver. Alina demanderait le divorce à mon retour, prétextant une perte d'amour. Ils attendraient une période respectable avant d'officialiser leur relation. Nathan me donne tout ce que je demande, assura Alina à Ryan. Il l'a toujours fait. Je pense à la moitié de la maison, ma voiture, et une pension mensuelle confortable. Il peut garder sa boîte. Ryan sourit, caressant son visage. Et ensuite, on commence notre vraie vie. Je les ai observés passer du salon à la cuisine, puis au canapé, leurs gestes devenant plus intimes, leurs conversations plus explicites. Quand Ryan a finalement conduit Alina dans notre chambre, l'insulte finale que j'attendais, j'ai refermé l'ordinateur portable, démarré la voiture et suis rentré chez moi, l'esprit en paix. Je me suis garé à une rue de là, et suis revenu par l'arrière, entrant discrètement par la porte du sous-sol avec ma clé. Sur mon téléphone, j'ai confirmé qu'ils étaient toujours dans la chambre. Des vêtements éparpillés au sol. Leur corps emmêlé sur le lit où j'avais dormi pendant 12 ans. Je suis monté lentement, m'arrêtant devant la porte de la chambre. De l'autre côté, j'entendais les gémissements familiers d'Alina, les murmures rauques de Ryan. Des sons qui, autrefois, m'auraient consumé de rage, mais qui, à présent, ne faisaient que rendre mon esprit plus calme, plus précis. J'ai compté jusqu'à 3 et j'ai enfoncé la porte de toutes mes forces. La poignée a transpercé le mur en plâtre. Alina a hurlé, tentant de cacher son corps avec les draps. Ryan a bondi du lit, nu et désorienté. « Nathan !» cria Alina, le visage figé dans la panique et le choc. « Mec, attends » dit Ryan, les mains levées en signe d'apaisement. Je n'ai rien dit. Je suis rentré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Ryan a commis sa 2e erreur. Il s'est jeté sur moi. Peut-être croyait-il que sa taille lui donnerait l'avantage. Peut-être pensait-il que ses 2 séances de muscu par semaine l'avaient préparé à ça. Il se trompait lourdement. Ce que Ryan ignorait, c'est que derrière mon image d'architecte calme et posé, je pratiquais la boxe et le jiu-jitsu brésilien depuis 15 ans. C'était mon échappatoire, ma méditation 3 fois par semaine, pendant qu'Alina dormait encore. J'ai esquivé son attaque facilement, saisi son bras tendu et utilisé son propre élan pour l'écraser face contre le mur. Avant qu'il ne reprenne ses esprits, j'ai enchaîné un coup de poing précis au foie. Il est tombé à genoux, haletant, incapable de respirer. « Nathan, arrête !» hurla Alina, toujours enveloppée dans le drap. « Tu vas le tuer. » Non, ai-je répondu, parlant pour la première fois. Mais il va souhaiter que je l'ai fait. Ce qui a suivi n'avait rien de frénétique. C'était méthodique. J'ai frappé Ryan avec une précision chirurgicale, côte fissurée, yeux tuméfiés, lèvres éclatées. Chaque coup était calculé pour infliger un maximum de douleur, avec un minimum de dégâts permanents. Il a tenté de répliquer au début, réussissant à me toucher faiblement au menton, avant que je ne le mette à terre à nouveau. Finalement, il a cessé de résister. Il s'est recroquevillé en position fétale, gémissant à chaque impact. Quand j'ai estimé que cela suffisait, j'ai sorti les attaches en plastique que j'avais dans ma poche depuis le matin. Je lui ai lié les poignets au sommier de notre lit, le laissant nu et sans défense. Alina s'était réfugiée dans un coin, enroulée dans le drap, le visage ravagé de larmes et de mascara. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Je vais appeler la police. »« Je t'en prie, appelle-les » ai-je répondu, en lui lançant son téléphone. « Explique-leur ce que toi et ton amant faisiez dans notre lit, le jour de notre anniversaire. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. » Sa main s'est figée dans les airs. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai commencé à filmer le visage tuméfié de Ryan, son corps nu, le lit défait. J'ai pris soin de montrer la carte d'anniversaire qu'il avait apportée, les bouteilles de champagne, les vêtements éparpillés.
Qu'est-ce que tu fais? Murmura Alina, la peur dans la voix. Je fais ce qu'il faut, répondis-je calmement. Je suis allé jusqu'au dressing et revenu avec une pile de documents. Je les ai jetés sur le lit. Les papiers du divorce, ai-je expliqué. Tout est prêt. Tu remarqueras qu'il n'y a aucune mention de partage des biens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de biens conjugaux à partager. La maison, les voitures, mes parts dans l'entreprise, tout a été transféré dans une fiducie privée il y a 6 semaines. Légalement. Et c'est protégé. Tu ne toucheras à rien, Alina. Pas un centime. Son visage est devenu livide pendant qu'elle feuilletait les papiers avec des mains tremblantes. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai droit à la moitié de tout. En réalité, si. Et je l'ai fait. L'adultère pèse lourd dans cet état, surtout avec des preuves vidéo. Et d'ailleurs, j'ai connecté mon téléphone à notre télé connectée et lancé les enregistrements, des semaines de rendez-vous secrets, de discussions explicites, et ce toast final célébrant la fin du « problème Nathan ». J'ai aussi tous les messages, ai-je ajouté, en regardant son visage s'effondrer. Chaque détail des plans pour Denver, chaque méchanceté dite à mon sujet, chaque mensonge. Ryan sanglotait doucement, toujours attaché au lit. Mec, s'il te plaît, je suis désolé. C'est juste, arrivé. On voulait pas te blesser. Je me suis tourné vers lui, le visage impassible. Vous ne vouliez juste pas vous faire prendre. C'est très différent. Je continuais à filmer tout en expliquant en détail ce qui allait se passer ensuite, la demande de divorce déposée lundi, les preuves remises au tribunal, les copies envoyées aux employeurs, détaillant l'utilisation abusive du temps et des ressources de l'entreprise pour entretenir leur liaison. Et bien sûr, Jessica recevra également une copie, ajoutai-je, en observant Ryan se tordre à nouveau d'horreur. Tu crois qu'elle sera aussi compréhensive que moi je l'ai été? Tu es malade, murmura Alina. Ce n'est pas toi, Nathan. Non, en effet, acquiesçai-je. L'homme que tu as épousé n'aurait jamais fait ça. Mais il est mort le jour où il a entendu sa femme planifier de le jeter après 12 ans de mariage. Celui qui est ici maintenant est un autre homme. La sonnette retentit à ce moment-là, pile à l'heure. Ça doit être l'agent Brennan, annonçai-je. Le frère d'un de mes clients. Il répond à mon appel concernant un intrus à la maison. Tu ferais bien de t'habiller, Alina. Et Ryan, eh bien, tu vas devoir rencontrer la police comme tu es. Alina se jeta sur ses vêtements. Tu as appelé la police, après tout ça? Bien sûr que oui. Un homme étrange a fait irruption dans notre maison et m'a agressé alors que je rentrais plutôt de voyage pour surprendre ma femme le jour de notre anniversaire. Je n'ai fait que me défendre. Tout cela était très clair sur les caméras de sécurité de la maison. Je pointais du doigt la caméra cachée dans le détecteur de fumée. Une version éditée, évidemment. Je me dirigeais vers la porte. Tu as 2 choix, Alina. Soit tu avoues la liaison et tu assumes les conséquences, soit tu soutiens ma version des faits et tu sauves ce qu'il reste de ta réputation. À toi de décider. Le regard de haine pure qu'elle me lança valait presque à lui seul les 6 mois de douleur qui avaient précédé ce moment. Je descendis accueillir l'agent Brennan, affichant le début d'un hématome sur la joue, cadeau du seul coup que Ryan avait réussi à me placer. La touche finale parfaite pour crédibiliser mon histoire. La semaine suivante s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Ryan a été arrêté pour violation de domicile, agression et tentative d'acte sexuel sans consentement. Je savais que les accusations ne tiendraient pas très longtemps. Mais elles créeraient un dossier officiel. Et une photo de mugshot qui le suivrait pour toujours. Son visage ensanglanté et gonflé est apparu dans les journaux locaux. Son nom désormais lié à une sordide affaire d'intrusion. Alina a choisi de soutenir ma version des faits. L'instinct de survie l'emportant sur toute loyauté résiduelle envers Ryan. Elle a joué à la perfection le rôle de l'épouse traumatisée, même si ses yeux lançaient des éclairs chaque fois qu'il croisait les miens. Lundi matin, mon avocat a déposé les papiers du divorce. Dans l'après-midi, des copies numériques soigneusement sélectionnées des enregistrements ont été envoyées aux destinataires appropriés. À l'entreprise où Alina et Ryan travaillaient, avec des preuves de leur relation pendant les heures de travail, et même dans les locaux. À l'épouse de Ryan, Jessica, accompagnée d'extraits de comptes, de reçus d'hôtels et d'achats de bijoux. Aux parents d'Alina, profondément religieux, qui m'avaient toujours traité comme leur propre fils. Et à un groupe soigneusement choisi de nos amis les plus proches.
Les conséquences sociales et professionnelles furent immédiates et dévastatrices. Mardi, Alina et Ryan ont été convoqués par les RH. Mercredi, ils étaient licenciés pour faute éthique et comportement inacceptable. Leur secteur professionnel était petit, très connecté. Tout le monde connaissait tout le monde. Les nouvelles se sont répandues à vitesse grand V. Le mariage de Ryan a explosé de manière spectaculaire. Jessica ne s'est pas contentée de le quitter, elle a tout ravagé sur son passage. Elle a demandé le divorce, vidé tous les comptes conjoints, et lancé une campagne féroce sur les réseaux sociaux, exposant chaque détail de la trahison. La réputation de Ryan s'est effondrée en temps réel. Amis et famille l'ont abandonné publiquement. Le sort d'Alina ne fut guère plus enviable. Ses parents, immigrés d'un pays d'Europe de l'Est très conservateur, ont réagi aux preuves avec une fermeté implacable, ils l'ont renié sans l'ombre d'une hésitation. Son père m'a appelé personnellement pour s'excuser du comportement de sa fille et m'a dit que, divorce ou non, je ferai toujours partie de leur famille. La cruauté de l'ironie n'a échappé à aucun de nous. Notre cercle social s'est divisé de manière prévisible. La plupart ont pris mon parti, celui du mari trahi, qui avait surpris sa femme au sommet de l'infidélité. Quelques rares personnes ont préféré rester neutres, mal à l'aise avec mon sens rigoureux de la justice, mais incapables de défendre Alina. Personne, absolument personne, ne s'est rangé de leur côté. Pendant toute la procédure, j'ai gardé mon calme et ma dignité. J'ai joué le rôle du mari profondément blessé, mais noble. J'ai accepté les condoléances avec gravité, sans jamais paraître revanchard. Dans les rencontres privées avec nos amis communs, je partageais juste ce qu'il fallait pour conforter ma version, sans en faire trop. La confiance que j'avais bâtie en 12 ans comme partenaire stable et bienveillant a joué en ma faveur. Personne n'a remis ma parole en doute. Le divorce a été rapide. L'avocat d'Alina, après avoir examiné toutes les preuves et les documents, lui conseilla d'accepter l'accord minimal que je proposais, ses effets personnels, quelques souvenirs de famille, et un unique paiement qui couvrirait à peine 3 mois de loyer dans un appartement modeste. Elle signa les papiers sans même me regarder. La chute de Ryan, elle, s'accéléra. Après avoir perdu son emploi, sa femme et la plupart de ses amis, la ruine financière suivit. L'avocat de Jessica était encore plus agressif que le mien. Il mit au jour des dettes cachées et des problèmes de jeu qui compliquèrent davantage sa situation légale. En moins d'1 mois, Ryan faisait face à une demande d'expulsion et conduisait pour des applis de transport afin de payer ses factures. L'ordonnance restrictive obtenue par Jessica lui interdisait l'accès à son ancien quartier, il dormait sur les canapés d'amis de plus en plus lassés. La chute d'Alina fut plus lente, mais encore plus totale. Sans ressources financières ni soutien familial, elle s'installa temporairement dans la chambre d'amis d'une ancienne collègue. Quand cette situation s'effondra, comme je savais qu'elle le ferait, elle erra entre motels bon marché et sous-location précaire. Ses perspectives d'emploi étaient quasi nulles, entachées par son licenciement et les rumeurs qui la suivaient partout. Le monde du marketing avait étiqueté Alina comme un risque. Bien sûr, elle tenta de recontacter Ryan, je surveillais encore ses messages. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il ignora de plus en plus ses appels désespérés. Leur dernier échange disait tout. Ryan, je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît. On avait des projets. Alina, les projets changent. Tout ça a été un désastre. J'ai tout perdu à cause de toi. À cause de moi? Tu étais autant impliqué que moi. Alina, je bloque ce numéro. Ne me contacte plus jamais. Je dois reconstruire ma vie sans toi. Le traître, trahi. Il y avait une certaine poésie dans tout ça. Pendant ce temps, moi, je reconstruisais ma vie. J'ai vendu notre maison, trop de souvenirs. Acheté un loft moderne au centre-ville. Conclu 2 contrats d'architecture bloqués depuis des mois. Rapproché de vieux amis. Repris la boxe. Et commencé à sortir avec Camille, une sculptrice rencontrée dans une galerie. 3 mois après notre anniversaire, j'ai vu Alina pour la dernière fois. Je faisais le plein de ma voiture quand j'ai aperçu une femme maigre, négligée, tenant un bout de carton à l'entrée de la station. J'ai mis du temps à la reconnaître. Elle m'a vu. A fait un pas vers moi. Puis s'est arrêtée. Fierté? Honte? Peu importe. J'ai terminé, suis monté dans la voiture, et suis parti. Une semaine plus tard, j'ai reçu une enveloppe au bureau. Sans expéditeur,
mais l'écriture était reconnaissable entre mille. S'il te plaît, parle-moi. Je n'ai plus rien. J'ai été stupide. Je t'aime encore. Je l'ai porté directement à la cheminée. Et j'ai regardé les flammes consumer sa dernière tentative de réconciliation, sans lire au-delà de la première ligne. La chaleur sur mon visage avait quelque chose de purificateur. Fin. 1 an après cet anniversaire, ma vie avait complètement changé. Mon cabinet avait doublé de taille, désormais spécialisé dans des projets de réurbanisation durable. Ma relation avec Camille était devenue sérieuse. Je m'étais même réconcilié avec mon frère, que j'avais perdu de vue. Alina n'avait jamais supporté sa présence. Ryan avait quitté l'État. Dettes de jeu, pensions impayées, ennuis juridiques. Il vivait désormais chez ses parents, travaillant dans le magasin de bricolage de son père. Un fantôme de l'homme qui s'était un jour cru promis à la grandeur. Alina connut une fin plus silencieuse. Elle retourna vivre chez ses parents à Rochester, sous conditions strictes. Participation à l'église. Thérapie avec le prêtre. Travail dans l'épicerie de son père. Lors d'un rare appel, sa mère me la décrivit comme humble, en quête de rédemption. Je lui souhaitais bonne chance, avec une indifférence sincère. L'amour et la haine étaient morts. Ne restait qu'une étude clinique sur la faiblesse humaine, la sienne et la mienne. Parfois je me demande si la vengeance en valait la peine. Ces mois de manipulation, cette énergie dépensée à détruire deux traîtres. Je repense à l'homme que j'étais avant. Fiable. Ouvert. Naïf. Et à celui que je suis devenu. Plus dur. Plus méfiant. Mais, plus fort. La réponse revient toujours la même. Oui. Ça en valait la peine. Pas seulement pour la satisfaction, même si elle a eu son rôle. Mais parce qu'en détruisant les mensonges qu'ils avaient construits dans mon dos, j'ai redécouvert ma propre force. Ma vraie vengeance, ce n'était pas l'humiliation publique. Ni la ruine financière. Ni même leur séparation, aussi poétique fût-elle. La vraie vengeance. C'était de refuser d'être la victime. Ils voulaient m'effacer. Mais c'est moi qui les ai effacés. Et à partir de rien, j'ai reconstruit quelque chose de plus solide que ce mariage qui m'avait défini pendant 12 ans. J'ai protégé ce qui m'appartenait. Pas seulement mes biens, mais l'essence de qui je suis. Et de ce que je mérite. Certains qualifient mes actes de froid. Ou d'excessif. Peut-être ont-ils raison. Mais moi, je préfère appeler ça justice. Mais, dans un monde où la loyauté est devenue optionnelle. Et l'engagement, conditionnel. J'ai tracé une limite. Et j'ai appliqué les conséquences à ceux qui l'ont franchi. Je me suis refusé à participer à ma propre destruction. La semaine dernière, Camille m'a demandé d'où venait la cicatrice sur mon doigt, un souvenir discret de cette nuit qu'on appelait notre anniversaire. Je lui ai dit la vérité. Tout. J'ai observé attentivement son visage, à la recherche d'un jugement, d'une peur. Mais elle a simplement pris une grande inspiration et dit. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je respecte le fait que tu ne t'excuses pas de t'être protégé. Ce soir-là, alors qu'elle dormait à mes côtés, j'ai compris quelque chose. La dernière pièce de ma vengeance s'était mise en place, sans même que je l'ai prévu. J'avais retrouvé le bonheur. Un vrai bonheur. Pendant qu'Alina et Ryan restaient prisonniers des conséquences de leur choix. Ils savaient, pour toujours, qu'ils avaient tout échangé. Réputation. Carrière. Relations. Sécurité financière. Pour une aventure passagère qui s'est effondrée sous le poids de leur propre égoïsme. Et moi? J'ai avancé. Libéré de ce mariage mensonger qui a failli me détruire. Plus lucide sur la nature humaine. Mais pas vaincu par ses aspects les plus sombres. Pour moi, c'est ça, la véritable victoire. Pas seulement survivre à la trahison. Mais en faire la fondation d'une vie meilleure que celle qu'on a tenté de me voler. Pas seulement fuir l'incendie. Mais sortir des cendres. Renouveler. Certains appelleraient ça une vengeance. Moi, j'appelle ça, la justice. Et la justice, contrairement aux promesses mensongères chuchotées entre amants clandestins. Elle dure. Commentaire Monsieur Reddit. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas seulement la vengeance parfaitement orchestrée,
mais la façon dont le protagoniste a su reconstruire sa vie avec dignité après tant de souffrances. La vengeance lui a peut-être apporté une certaine satisfaction, mais c'est sa renaissance, le refus de se laisser briser qui fait toute la différence. Et vous? Pensez-vous qu'il est allé trop loin? Ou qu'il a simplement rendu justice face à une trahison impardonnable? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!